À 2h47, Ouagadougou se fige, puis la nuit se déchire. Une opération pensée comme une décapitation administrative s'engage, mais les transmissions surveillées, la résistance disciplinée et les lumières du palais encore allumées transforment la surprise en piège, minute après minute. Quand Ibrahim Traoré demande qui des miens est avec eux, le pouvoir cesse d'être un poste et devient une équation de loyauté devant tout un pays. Et dehors, une marée de civils, étudiants, mécaniciens, femmes des marchés s'approche des grilles, brouille la logique des fusils et oblige les assaillants à hésiter. Cette histoire promet plus qu'un récit nocturne spectaculaire. Elle éclaire ce qui est réellement en jeu lorsque la souveraineté affronte la trahison interne. Ici, l'enjeu n'est pas seulement la survie d'un dirigeant, mais la capacité d'un État à rester fonctionnel quand ses propres élites tentent de le paralyser de l'intérieur. En suivant la chronologie, les décisions et les réactions populaires, le spectateur gagne une lecture claire des mécanismes du pouvoir en crise. Ce que vous obtenez en échange de votre attention est très concret. Comprendre comment une tentative de coup d'État bascule quand la population cesse d'être un facteur passif. À travers des faits, des montants financiers et des choix stratégiques, cette analyse montre pourquoi certaines nuits redessinent durablement les règles politiques. Elle explique aussi ce que ces événements signifient pour la sécurité, l'économie et la confiance publique au Burkina Faso. Restez attentifs. Chaque séquence ajoute une pièce indispensable au puzzle. La suite détaillera comment ces leviers s'imbriquent et pourquoi leurs effets dépassent largement cette seule nuit. Les faits clés émergent rapidement. Un réseau interne est détecté, une fréquence chiffrée est surveillée et l'attaque annoncée comme surprise est déjà compromise avant le premier tir. Cette nuit-là, ce ne sont pas seulement des hommes armés qui avancent, mais une chaîne de décisions interceptées, minutées, puis retournées contre leurs auteurs. Dans les premières heures, la résistance ne repose pas sur la supériorité de feu, mais sur l'information et la discipline. Le contexte éclaire ce basculement. Depuis des semaines, les services loyaux à la transition suivent Copaminen des échanges cryptés liés à un cercle restreint d'officiers et d'intermédiaires civils. Chaque message révèle une chose: l'opération dépend d'une trahison interne, pas d'une invasion extérieure. C'est pourquoi la question posée par Ibrahim Traoré à l'intérieur du palais n'est pas tactique mais politique. Identifier la fissure au cœur du système avant qu'elle ne s'élargisse. À l'extérieur, la capitale semble endormie, mais cette apparence masque une tension accumulée. Les précédentes tentatives de déstabilisation, les pénuries, la peur entretenue par des rumeurs répétées ont préparé un terrain paradoxal. Au lieu de paralyser, elles ont aiguisé la vigilance collective. Les premières minutes montrent ainsi deux dynamiques simultanées: des assaillants convaincus que la population restera immobile et des citoyens déjà prêts à réagir. Ce mini-révélateur change la lecture des événements. L'attaque n'est pas seulement un affrontement armé, c'est un test de légitimité. D'un côté, un projet de prise de pouvoir rapide soutenu par des calculs financiers et médiatiques. De l'autre, une autorité qui mise sur la cohésion interne et le temps gagné. Cette opposition explique pourquoi la suite de la nuit ne suivra pas le scénario classique d'un coup d'État, mais ouvrira une séquence imprévisible où chaque minute redéfinit l'équilibre entre peur et mobilisation. Pour comprendre pourquoi la nuit ne s'effondre pas immédiatement dans la violence, il faut quitter la salle de commandement et suivre ceux qui deviennent, sans l'avoir prévu, des acteurs décisifs. Les premiers civils qui se rapprochent du palais ne sont ni organisés ni armés. Leur rôle n'est pas stratégique au sens militaire, mais symbolique. Ils incarnent une présence qui modifie les calculs. Un étudiant avance avec un sac usé,
Un mécanicien garde les mains encore marquées par la graisse, une vendeuse de marché serre son foulard. Aucun ne reçoit d'ordre. Tous partagent la même intuition. Reculer maintenant, c'est accepter que d'autres décident à leur place. Cette dynamique produit un impact immédiat. Les assaillants, préparés à des échanges de tirs avec des soldats, se retrouvent face à des corps ordinaires, impossibles à classer comme cible claire. La ligne de défense cesse d'être abstraite, elle devient humaine. À ce moment précis, la notion de sécurité bascule. Protéger le pouvoir ne signifie plus tenir un bâtiment, mais éviter une rupture irréversible avec la population. Un cas résume cet effet. Une femme âgée s'arrête à quelques mètres des grilles et crie que le pays n'est pas à vendre. Sa voix n'a aucune autorité formelle, mais elle fige la scène. Les hommes armés hésitent. Cette hésitation, même brève, vaut plus qu'un tir manqué. Elle offre du temps. Et dans une crise de cette nature, le temps est une ressource stratégique. L'impact précoce est donc clair. En transformant un affrontement attendu en confrontation morale, ces civils déplacent le centre de gravité. Ils rappellent que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force, mais sur l'acceptation. La nuit commence alors à raconter autre chose qu'une tentative de prise de contrôle. L'émergence d'un lien direct entre autorité et société, visible dès les premières heures. La séquence s'active rapidement après le premier coup de feu. Ce qui devait être une décapitation silencieuse se heurte à une réalité plus complexe. À l'intérieur du palais, les unités loyales verrouillent les accès clés sans chercher l'escalade. Les communications des assaillants deviennent instables, certaines consignes ne parviennent plus à destination, d'autres arrivent trop tard. L'attaque avance mais sans la fluidité attendue. Chaque minute supplémentaire augmente le risque d'exposition. Dans ce laps de temps, Ibrahim Traoré ne cherche pas à reprendre l'initiative par une contre-offensive spectaculaire. Il privilégie une posture défensive, conçue pour tenir, observer et laisser les failles adverses apparaître. Le point culminant survient lorsque la dynamique extérieure rejoint l'intérieur. La présence croissante de civils autour du palais change l'équation. Les forces engagées dans l'assaut comprennent que Kiliopannanen, que la rapidité, clé de leur plan, est perdue. Tirer devient coûteux, reculer devient visible, hésiter devient dangereux. À ce moment, la crise atteint son sommet. Deux formes de légitimité se font face. D'un côté, une opération soutenue par des réseaux financiers et des complicités internes, conçue pour rétablir un ordre antérieur. De l'autre, une autorité encore debout, appuyée par une population qui refuse d'être spectatrice. Le centre de gravité se déplace. L'assaut n'est plus seulement une question de contrôle militaire, mais de perception publique. C'est ici que la décision la plus risquée est prise. Les portes du palais s'ouvrent. Ce geste n'est pas improvisé, ni symbolique au sens vide du terme. Il vise à dissoudre la frontière entre gouvernants et gouvernés, à rendre impossible un récit ultérieur de bunkers assiégés contre peuples absents. En laissant entrer les civils, la défense cesse d'être exclusivement armée, elle devient collective. Les assaillants, préparés à neutraliser des positions, se retrouvent face à une foule hétérogène, imprévisible, difficile à intimider, sans provoquer un choc irréversible. Les répliques de cette décision sont immédiates. Les mercenaires tirent en l'air, puis au sol, sans résultat. La foule avance encore. À l'intérieur, certains officiers comprennent que l'initiative psychologique a changé de camp. Une force qui doute ne peut plus imposer un tempo. Très vite, les unités loyales, auparavant désorientées par des ordres contradictoires, perçoivent la situation réelle et se repositionnent. Le premier domino tombe avec l'arrestation d'un acteur central du complot, surpris loin de toute posture héroïque. Aucun échange de tirs n'accompagne cette chute. L'autorité se dissout plus vite qu'elle ne s'est affirmée.
Les ondes de choc s'étendent au-delà de la nuit. Le plan n'a pas seulement échoué, il s'est retourné contre ses auteurs. Ce qui devait être un acte rapide devient une exposition publique des mécanismes de trahison. La population, loin de se replier, occupe l'espace symbolique. Les rues s'animent au lever du jour, non dans la panique, mais dans une forme de vigilance collective. La séquence laisse un résidu durable, la certitude que la peur, utilisée comme arme principale, a perdu de son efficacité. Et cette certitude pèsera sur chaque étape suivante de la crise. Au départ, le risque était diffus et sous-estimé. Quelques heures plus tard, il est quantifié, documenté et transformé en levier d'action. La bascule se lit dans les chiffres qui émergent après la nuit, lorsque l'enquête passe du terrain militaire au champ financier. Le cœur du dispositif n'était pas seulement l'assaut armé, mais un étranglement économique destiné à suivre immédiatement la chute du pouvoir. Cette stratégie visait à priver l'État de sa capacité à fonctionner afin de créer une panique durable et une demande artificielle de retour à l'ordre. Un premier indicateur est le volume de fonds mobilisés. Les autorités de transition identifient un montant d'environ 28 millions de dollars répartis à travers des comptes écrans et des circuits de transfrontaliers. Ce chiffre n'est pas présenté comme une somme isolée, mais comme une masse en mouvement, fragmentée pour échapper à la détection. Chaque transfert est pensé pour financer une tâche précise: paiement de mercenaires, corruption d'intermédiaires clés et soutien logistique à une campagne de désinformation. La somme donne l'échelle du projet. Il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais d'une opération structurée, planifiée sur plusieurs mois. Un deuxième indicateur concerne la réponse institutionnelle. En réaction directe, 113 avoirs appartenant à des individus influents sont gelés simultanément. La mesure frappe par son ampleur et par sa rapidité. Elle touche des profils variés: anciens responsables politiques, figures militaires, acteurs économiques et propriétaires de médias. L'objectif affiché n'est pas la sanction symbolique, mais la neutralisation d'une capacité de nuisance. En traitant ces actifs comme des munitions du chaos, l'État cherche à couper les flux avant qu'ils ne produisent leurs effets secondaires sur l'économie réelle. Un troisième indicateur porte sur la dimension judiciaire. Plus de 60 suspects sont interpellés ou placés sous enquête dans la phase initiale. Ce nombre ne dit pas tout, mais il révèle une profondeur inattendue du réseau. Il confirme que la tentative ne reposait pas sur un cercle restreint, mais sur une constellation d'acteurs aux rôles différenciés. Cette pluralité explique pourquoi la crise ne pouvait être résolue par une seule arrestation spectaculaire. Elle nécessitait une approche systémique combinant sécurité, finance et communication publique. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire claire. Là où les comploteurs misaient sur l'opacité et la peur, la réponse choisit la visibilité et la traçabilité. Ibrahim Traoré valide cette orientation en privilégiant des mesures qui parlent autant aux leaders au marché qu'aux citoyens. Chaque donnée devient un message. La crise est reconnue, mesurée et traitée comme une menace nationale, non comme une querelle de factions. Cette quantification change la perception publique. Elle transforme une nuit de violence potentielle en un dossier lisible où les responsabilités se précisent et où les marges de manœuvre des adversaires se réduisent rapidement. Les critiques les plus solides ne portent pas sur l'existence du complot, mais sur la méthode de réponse. Un premier argument revient souvent: le gel massif des avoirs serait une escalade risquée, susceptible d'effrayer les investisseurs et de fragiliser une économie déjà sous pression. Selon cette lecture, frapper les réseaux financiers en bloc pourrait provoquer des effets collatéraux, ralentir les transactions légitimes et isoler davantage le pays dans une région instable. La crainte exprimée est simple: transformer une crise sécuritaire en choc économique durable. Un deuxième argument est également avancé:
La rapidité des mesures ferait peser un doute sur les garanties procédurales. Les sceptiques estiment qu'une action trop rapide, même justifiée par l'urgence, peut brouiller la frontière entre sécurité nationale et règlement politique de compte. Ils redoutent qu'une logique d'exception s'installe où la suspension de certaines protections deviendrait la norme. Dans ce cadre, la question n'est pas seulement juridique mais institutionnelle. Comment préserver la confiance à long terme si la peur de l'arbitraire s'installe? Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des expériences passées dans la région. La réponse apportée par les autorités repose toutefois sur un raisonnement différent. D'abord, l'analyse financière montre que les fonds visés n'étaient pas des capitaux productifs ordinaires, mais des ressources explicitement mobilisées pour la déstabilisation. Les qualifier de risque systémique permet de justifier une action ciblée, limitée à des acteurs identifiés, plutôt qu'une fermeture générale des circuits économiques. Ensuite, la transparence est utilisée comme contrepoids. Les gels d'avoirs sont annoncés publiquement, les motifs exposés et les procédures judiciaires enclenchées dans un cadre visible. Cette exposition réduit l'espace des rumeurs et limite l'effet dissuasif sur les acteurs non impliqués. Elle transforme une décision brutale en signal lisible. La ligne rouge concerne la trahison documentée, non l'opposition politique ordinaire. Enfin, la dimension temporelle est centrale. En agissant vite, le pouvoir cherche à empêcher la seconde phase du plan, celle de l'asphyxie économique. Ibrahim Traoré assume ce pari, accepter une controverse immédiate pour éviter une crise humanitaire plus large. La réponse n'élimine pas tous les risques, mais elle s'appuie sur des données concrètes et sur une hiérarchie claire des menaces. C'est cette priorisation, plus que la force seule, qui distingue la réaction d'une simple démonstration d'autorité. Ce moment marque une rupture nette dans la logique de la nuit. Ouvrir les grilles n'est pas un geste improvisé ni un symbole creux, c'est un choix qui change la nature même du conflit. Jusqu'ici, la confrontation opposait des groupes armés à des unités loyales dans un espace fermé et lisible. Dès que les civils entrent, cette géométrie disparaît, la ligne de front se dilue. La distinction entre défenseurs et protégés devient floue, et la violence perd sa grammaire habituelle. Pour Ibrahim Traoré, cette décision revient à déplacer le centre du pouvoir. Il ne s'agit plus de tenir un palais, mais de rendre impossible toute narration ultérieure d'un régime retranché contre son peuple. En intégrant physiquement les citoyens, l'autorité accepte une perte de contrôle tactique immédiate pour gagner un avantage stratégique durable, la légitimité visible. Les assaillants, eux, se retrouvent face à un dilemme insoluble. Avancer signifie heurter des civils, reculer signifie reconnaître l'échec. Hésiter devient la seule option et l'hésitation est fatale à une opération fondée sur la vitesse. Ce point médian révèle aussi une erreur fondamentale du plan initial. Les comploteurs avaient quantifié les armes, l'argent, les complicités. Ils n'avaient pas mesuré la capacité d'initiative populaire. Cette omission transforme une attaque calculée en impasse morale. À partir de là, chaque minute renforce un camp et affaiblit l'autre sans qu'aucun tir supplémentaire ne soit nécessaire. La nuit ne se joue plus sur la force, mais sur l'adhésion. Et cette adhésion, une fois exposée au grand jour, devient difficile à inverser. Le basculement est silencieux, mais irréversible. Les effets de cette nuit ne restent pas confinés au palais. Ils se diffusent rapidement à travers 4 cercles concrets. Pour l'État d'abord, la priorité devient la continuité. Les administrations clés restent ouvertes, les communications officielles sont stabilisées et la chaîne de commandement est clarifiée. En traitant la tentative comme une menace nationale mesurable, le pouvoir évite l'effet de sidération qui suit souvent ce type d'événement. La décision de rendre visibles les procédures et d'annoncer les mesures financières limite l'incertitude.
Elle signale que l'État fonctionne encore, malgré la pression, et qu'il entend gouverner par des actes traçables plutôt que par des proclamations. Pour les acteurs économiques, l'impact est ambivalent. À court terme, l'annonce des gels d'avoirs et des enquêtes crée un choc de prudence. Les transactions se ralentissent, les partenaires régionaux observent. Mais cette retenue s'accompagne d'un message stabilisateur. Les circuits visés sont ceux liés à la déstabilisation, non l'activité productive ordinaire. En séparant explicitement capitaux de sabotage et capitaux économiques, les autorités cherchent à éviter une fuite généralisée. À moyen terme, cette clarification peut renforcer la confiance des entreprises locales, longtemps pénalisées par la concurrence d'élites intouchables. Pour les citoyens, les conséquences sont immédiates et tangibles. La mobilisation nocturne se transforme en vigilance quotidienne. Dans les quartiers, des comités informels se forment pour relayer l'information officielle et contrer les rumeurs. Les scènes de panique attendues n'ont pas lieu. À leur place, on observe une appropriation du récit par la population. Beaucoup ne parlent pas de défense d'un homme, mais de protection d'une dignité collective. Cette perception modifie le rapport au pouvoir, elle crée une attente nouvelle, celle d'une réciprocité où l'État agit et rend des comptes en retour. Pour la région, enfin, l'événement agit comme un signal. Les pays voisins et les organisations régionales évaluent les répercussions sur la sécurité transfrontalière et les flux financiers. Le fait que la crise prenne une dimension financière et informationnelle, plutôt qu'un affrontement militaire prolongé, retient l'attention. Il suggère que les coups d'État contemporains ne se jouent là plus seulement sur le terrain, mais dans les banques, les médias et les perceptions publiques. Cette lecture influence déjà les calculs diplomatiques. Au centre de ces cercles, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence, non parce qu'il concentre le pouvoir, mais parce qu'il incarne une méthode: exposer, mesurer, puis agir. Les conséquences réelles de la nuit se lisent donc moins dans les armes saisies que dans les comportements modifiés. La peur recule, la vigilance progresse, et l'espace du possible se redessine pour l'État, l'économie, la société et la région. Le premier scénario, dit de base, prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. Les enquêtes avancent à un rythme soutenu mais contrôlé. Les gels d'avoirs sont confirmés ou ajustés par les tribunaux, et l'économie absorbe progressivement le choc initial. Dans cette hypothèse, la priorité reste la stabilisation, sécuriser les finances publiques, rassurer les partenaires régionaux et maintenir l'adhésion populaire sans surenchère. Le risque principal est l'usure lorsque la vigilance collective retombe et que les réseaux résiduels tentent de se reconfigurer discrètement. Le scénario optimiste repose sur un enchaînement plus favorable. Les procédures judiciaires gagnent en crédibilité grâce à leur transparence, les actifs récupérés sont réorientés vers des usages visibles, et la communication publique réduit durablement l'espace de la désinformation. Cette dynamique crée un cercle vertueux. La confiance interne se renforce, les acteurs économiques locaux investissent davantage et la coopération régionale s'ajuste à ce nouveau rapport de force. Dans ce cas, l'épisode devient un point d'inflexion, souvent cité comme preuve qu'une réponse systémique peut remplacer la logique de cycle de coups d'État. Le scénario défavorable envisage une recomposition des menaces. Les acteurs exposés déplacent leurs ressources, exploitent les lenteurs procédurales et intensifient la pression informationnelle. La contestation se déplace alors vers le terrain narratif avec des campagnes visant à délégitimer les institutions plutôt qu'à les attaquer frontalement. Ce scénario n'implique pas nécessairement une reprise immédiate de la violence, mais une érosion progressive de la confiance,
plus difficiles à détecter et à contrer. Dans ces trois trajectoires, une constante demeure, la gestion du temps. Si les décisions sont trop lentes, l'avantage psychologique s'évapore. Si elles sont trop rapides, le risque d'erreur augmente. La recommandation de méthode est donc simple mais exigeante, séquencée. Mesurer chaque étape, publier ce qui peut l'être, corriger ce qui doit l'être et accepter que certaines réponses prennent des mois. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi face à un défi moins spectaculaire que la nuit elle-même, mais plus déterminant. Transformer une victoire de crise en gouvernance durable, sans confondre fermeté et précipitation. À ce stade, l'histoire cesse d'être lointaine et commence à toucher directement ceux qui l'observent. Pour une première catégorie de spectateurs, notamment les citoyens vivant dans des États confrontés à l'instabilité, l'épisode agit comme un miroir. Il montre comment des mécanismes invisibles, financiers, informationnels, institutionnels, peuvent façonner le quotidien sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La leçon principale n'est pas héroïque, mais pratique. Comprendre où se situe réellement le pouvoir permet de mieux identifier les moments où l'engagement civique compte. Pour un deuxième groupe, composé d'acteurs économiques, d'étudiants ou de professionnels, l'intérêt réside dans la lecture systémique de la crise. Les événements illustrent comment une décision financière, prise dans l'urgence mais expliquée publiquement, peut influencer la confiance collective. Ils rappellent aussi que l'économie et la politique ne sont pas des sphères séparées. Les flux d'argent, la crédibilité des institutions et la stabilité sociale forment un ensemble interdépendant, dont les effets finissent toujours par atteindre la vie ordinaire. Un troisième groupe, plus éloigné géographiquement, peut y voir un cas d'étude. L'épisode invite à comparer, à poser des parallèles avec d'autres contextes, sans idéalisation. Il ne s'agit pas de conclure que ce modèle est universel, mais de retenir une méthode. Exposer les faits, nommer les responsabilités, puis ouvrir le débat public. Cette séquence montre que l'adhésion ne se décrète pas, elle se construit par des actes lisibles. Au cœur de cette résonance, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un personnage central que comme un point de passage. Son rôle met en lumière une idée plus large. Aucune décision prise au sommet n'a de portée durable si elle n'est pas comprise et appropriée par la base. Pour le spectateur, l'enjeu devient alors personnel. La question n'est plus seulement ce qui s'est passé au Burkina Faso, mais comment chaque société réagit lorsque la peur est utilisée comme instrument. Cette réflexion, une fois engagée, dépasse largement le cadre de la nuit racontée. À partir de la crise, une feuille de route se dessine, structurée en étapes lisibles plutôt qu'en un nom carnet spectaculaire. La première consiste à stabiliser. Cela implique de sécuriser durablement les circuits financiers, de maintenir les gels d'avoirs sous contrôle judiciaire et de publier régulièrement l'état d'avancement des procédures. L'objectif n'est pas la punition rapide, mais la prévention d'une reconstitution des réseaux. En traitant l'information comme un bien public, l'État réduit l'espace de la rumeur et consolide la confiance minimale nécessaire au fonctionnement quotidien. La deuxième étape vise à institutionnaliser les leçons apprises. Les mécanismes de surveillance financière et de coordination interservices activés dans l'urgence doivent être intégrés à des cadres permanents. Cela passe par des règles claires de partage d'informations, des audits réguliers et des indicateurs publics. Cette formalisation transforme une réponse de crise en capacité structurelle moins dépendante des individus et plus résistante au temps. La troisième étape concerne la réparation. Les actifs récupérés ou sécurisés doivent être orientés vers des usages visibles, même modestes, afin de matérialiser le lien entre justice et amélioration concrète. Routes locales, services de base,
soutien ciblé aux secteurs fragilisés. Ces choix n'ont pas seulement une valeur économique, mais une portée symbolique. Ils montrent que la lutte contre la trahison n'est pas abstraite, mais reliée au quotidien. La quatrième étape engage la responsabilisation. Les procédures judiciaires doivent suivre leur cours sans zone d'ombre, avec des audiences compréhensibles et des décisions motivées. Cette visibilité protège l'action publique contre l'accusation d'arbitraire et ancre l'idée que la sécurité nationale n'exclut pas l'état de droit. Enfin, la cinquième étape ouvre sur le dialogue. En associant partis, société civile et partenaires régionaux à des échanges structurés, le pouvoir élargit la base de légitimité. Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une logique moins personnelle que procédurale. Déléguer, expliquer, mesurer. Cette trajectoire n'élimine pas tous les risques, mais elle offre une boussole. Elle transforme une nuit de rupture en processus, où chaque pas est évalué, corrigé et assumé publiquement. La nuit racontée depuis le silence de 2h47 renvoie à une mémoire plus ancienne, profondément ancrée dans le pays. Beaucoup y reconnaissent l'ombre de Thomas Sankara, ce jeune capitaine dont l'élan avait porté l'espoir avant d'être brisé par la trahison interne. Ce souvenir n'est pas un décor rhétorique, il structure encore les attentes et les peurs collectives. Chaque fois qu'un dirigeant parle de souveraineté, la question implicite revient. Survivra-t-il à son propre camp? C'est dans cet espace chargé que la trajectoire d'Ibrahim Traoré est observée. Les similitudes visibles nourrissent autant l'adhésion que l'inquiétude. Pourtant, une différence majeure s'impose progressivement. Là où Sankara avançait presque seul, la scène actuelle montre une société plus présente, plus informée, moins disposée à déléguer entièrement son destin. La nuit du palais n'est pas seulement l'histoire d'une décision courageuse, elle est celle d'un soutien qui se manifeste physiquement au moment critique. Le rappel émotionnel se joue alors sur un motif précis, la porte ouverte. En 1987, la violence s'était refermée dans le secret. Ici, l'ouverture devient un geste de rupture avec ce cycle. Elle symbolise un choix collectif fragile mais assumé. Beaucoup y voient un signal. La répétition n'est pas une fatalité mais un risque conditionné par l'inaction. La phrase qui circule dans les conversations résume cette bascule. La souveraineté se protège ensemble. Elle n'absout pas les dirigeants de leurs responsabilités, mais elle rappelle que la survie d'un projet ne dépend plus d'un homme isolé. Ce rappel émotionnel ne promet pas une fin heureuse. Il affirme seulement que l'histoire n'est pas écrite d'avance, et que cette fois, la mémoire sert d'avertissement plutôt que de condamnation. Arrivé à ce point, le récit cesse d'être uniquement informatif et devient une invitation au discernement collectif. Les événements décrits ne demandent pas une adhésion aveugle ni un rejet réflexe, mais une attention soutenue aux faits, aux méthodes et à leurs effets dans le temps. Ce qui s'est joué au Burkina Faso montre comment une société peut réagir quand la peur est utilisée comme outil politique et comment la transparence peut, au moins partiellement, en réduire l'impact. Pour ceux qui suivent cette analyse, l'enjeu n'est pas de trancher immédiatement, mais de rester engagé dans la lecture critique. Observer comment les décisions sont mises en œuvre, comment les procédures évoluent et comment la parole publique est tenue permet de dépasser les récits simplistes. Le cas d'Ibrahim Traoré, comme celui de tout dirigeant confronté à une crise de cette ampleur, gagne à être évalué sur la durée plutôt que sur l'émotion d'une seule nuit. Si cette approche vous paraît utile, la contribution la plus simple consiste à prolonger la conversation. Partager des points de vue, poser des questions, confronter les interprétations aide à maintenir un espace où l'information circule sans se figer en slogan. La souveraineté, la sécurité et la justice ne sont pas des notions abstraites. Elles prennent forme dans des échanges concrets. La réflexion reste donc ouverte.
à chacun de décider comment l'alimenter avec prudence, curiosité et exigence.